Le début, toujours une partie importante d'une nouvelle relation. Comment commencer quelque chose? Comment continuer quelque chose de différent? Comment faire un impact sans tout changer? Des questions qu'on n'a malheureusement pas les réponses et on ne dira pas non plus qu'on a la réponse. Mais au moins, une question qu'on va avoir la réponse ce jeudi à 14h lorsque l'Impact de Montréal dévoilera sa nouvelle identité. Et pour moi, cette nouvelle identité représente, oui, quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui va être différent, quelque chose qui va changer. C'est du changement. On a beaucoup de changements depuis un an quasiment, malheureusement. Et c'est pas toujours quelque chose de facile. Le changement, c'est quelque chose qui vient nous chercher, qui sort nos démons, qui sont capables de représenter à tout le monde pour le bien et pour surtout aussi pour le mal, à quel point le changement, ça bouscule nos habitudes. Et bousculer nos habitudes ont été depuis un bon petit bout. Et ils vont continuer à l'être. Et il faut s'y habituer. Et des fois, il faut accepter le changement et changer nous aussi. Et des fois, il faut changer comment on voit les choses. Et des fois, on ne demande pas non plus d'avoir des leçons. On veut juste écouter du soccer. Et j'ai hâte. On va avoir des matchs. On va être capable de regarder des matchs de foot dans notre télé, c'est sûr, pour les quelques prochains mois. Et peut-être d'ici la fin de l'été, en personne. Retrouver le Stade Saputo, retrouver la galerie de presse du Stade Saputo est quelque chose qui est, oui, dans le futur, mais qui s'en vient. Et surtout aussi retrouver votre équipe de soccer en jouer. C'est ce qui est vraiment important. On va savoir l'identité jeudi de cette équipe de soccer et de voir à quel point les choses vont peut-être changer, peut-être qu'ils vont être différentes, peut-être qu'ils vont être la même chose, on va voir. Mais une chose qui est sûre, bien, mal, victoire, défaite, beau, pas beau, aimer le nom, ne pas aimer le nom. Une équipe de la Ligue majeure de soccer en Amérique, une équipe de la MLS, et pour moi, on va avoir peut-être l'opportunité de voir les choses changer pour le bien et aussi pour le moins bien, comme certains diraient. Et oui, aujourd'hui, on va faire un petit regard, on va faire un petit retour sur les 9 dernières années. Non en détail, non regarder les grands succès et tout, mais je veux parler de 10 joueurs. Je veux parler de 10 êtres humains, de 10 personnes qui ont porté le chandail de l'Impact de Montréal et qui ont eu, excusez-moi le jeu de mots, mais un impact sur moi. Et ces 10 joueurs, non seulement pour leur talent, ou des fois c'était autre chose que leur talent qui ont laissé une empreinte sur moi-même, mais je vais l'expliquer en détail et vous montrer aussi les dessous un peu, sans aller dans trop de détails évidemment, mais les dessous des conversations des fois qui peut arriver et aussi des, comment je pourrais dire, ce qui se passe en arrière-scène, les conversations, des fois, ne sont pas traduites à 100%, des fois, le ton n'est pas toujours juste, et des fois, les conversations démontrent beaucoup sur l'être humain, et on oublie, j'ai des petits points qui me sont en tête de plusieurs êtres humains dans lesquels je veux parler, et qui, pour moi, représentent ce que j'aime dans le sport, j'aime dans le soccer, j'aime dans les athlètes, dans les joueurs professionnels, cette capacité de gérer non seulement les émotions, de gérer la pression, de gérer un sport, la tactique, le jeu, les coéquipiers, aussi la gestion de la cohabitation d'un groupe lors d'une année comme cette année. Je pense qu'on représente aussi beaucoup, donc tous ces éléments que j'adore des joueurs professionnels et ce qui m'ont fait tomber en amour avec le sport. Quand j'étais jeune, on a le temps de ce temps-là, surtout avec ce grand confinement, comme on pourrait dire, de voir et d'apprécier ce qu'on a manqué depuis un bon petit bout de temps. Et ces conversations non privées, des conversations de groupe, c'était souvent des scrums, comme on appelle dans le métier, et avec lesquels j'avais une interaction avec ces joueurs. Et certains, je vais avoir encore dans le futur, certains qui seront plus avec l'équipe, malheureusement. Mais pour moi, c'est ces interactions qui démontrent vraiment la personnalité des joueurs, les joueurs et leur comportement aussi, une certaine l'admiration vient de ces 10 personnes que j'ai mentionnées. Et sans plus tarder,
On va commencer, on va faire les 5 premiers, on va prendre une petite pause et on va continuer ensuite pour les 5 prochains. Bienvenue à Foot Montréal en passant. Moi, c'est Kevin Laramé. Alors, commençons avec le numéro 10, un ex-aequo. J'ai 2 joueurs que je mentionnais pour des raisons différentes qui ont laissé une certaine empreinte sur moi. Le premier est Dominique Oduro. Dominique Oduro, durant son passage avec l'Impact de Montréal, a vraiment démontré sa personnalité joviale, non seulement avec les partisans, non seulement avec les téléspectateurs, lorsqu'il faisait ses célébrations d'après-but, lorsqu'il marquait durant les matchs, mais aussi avec les journalistes, bon temps, mauvais temps. Il était disposé, il était présent, il montrait une disposition à répondre aux questions et capable d'avoir du plaisir aussi dans son rôle de joueur de l'Impact de Montréal. Et pour moi, ce rôle, ce goût de la vie est vraiment contagieux. Et avoir son... On parlait souvent de son amour de la pizza, on faisait des blagues, lui-même faisait beaucoup de blagues, on a vu ses cheveux peints couleur pizza quelques fois, on a vu ses réactions et tout, et il y a un moment qui est vraiment resté marqué, vous pouvez voir sur mes réseaux sociaux si vous retournez 5 ans à l'arrière, c'est vraiment, je viens de terminer mon après-match sur les abords du terrain avec la caméra et tout, on vient de terminer l'enregistrement, et donc je traverse le petit couloir qui est en bas des estrades nord et je commence à serrer mon équipement. Et Dominique Oduro marche vers moi avec une pointe de pizza grosse comme ma face, à peu près. Là. En train de prendre une bouchée. Il marche vers moi. Je suis comme, il n'a pas joué ce match-là. Je pense qu'il était blessé ou en tout cas, c'est un détail. Là, je vois Dominique Oduro s'en venir vers moi avec la pointe de pizza grosse comme ma face. Là, il marche. Je dis, Dom, attends. Il arrête. Évidemment, c'était pas attends, c'était Dom, stop, please. So, Dom, il arrête. Je dis, tu peux pas me laisser prendre une photo. Il dit, pas trop. Là, il se pose. Là. Il se place, puis il prend une photo qui cache la moitié de sa face. Et évidemment, il prend un petit cliché. Et un des moments qui m'a marqué vraiment de Dominique Oduro, c'est son ouverture. Et je pense que ce moment démontre pour moi son ouverture et ça il sait très bien que qu'il n'était pas la réincarnation de Lionel Messi. Là. Et que le ballon, quand il fallait qu'il y ait la possession du ballon, c'était pas l'idéal. Là. On est tous au courant des déficiences professionnelles de Dominique Oduro, mais marqué comme il marquait pour un joueur, pour un ancien... Il faisait de l'athlétisme, Dominique Oduro, dans son jeune temps, et il a traversé un petit peu plus tard vers le soccer. Et pour moi, un joueur comme ça qui démontre un réalisme sur ses capacités, mais une capacité de faire outre de ce réalisme et d'essayer quand même. La volée à 25 verges, on sait bien, mais il l'essaye, puis il travaille, puis ça, cette détermination, cette joie de vivre, c'est pour moi une des choses qui m'a vraiment marqué de Dominique Oduro. Maintenant, passons à l'autre appel. Ex-aequo disait en 10e position. Bakary Sagna, qui est resté à Montréal peu longtemps, selon mon opinion, aurait dû rester avec l'Impact beaucoup plus longtemps. Un des joueurs à laquelle il avait apporté beaucoup sur le terrain et aussi beaucoup en tant que mentor de Zachary Brault-Guillard durant au moins une grande saison. On a vu l'apport des qualités de Bakary Sagna, de mentor et de partager son expérience avec un jeune Zachary Brault-Guillard qui a grandi très rapidement avec l'Impact de Montréal, avec le mentorat d'un Bakary Sagna. Mais Bakary Sagna, présent toujours. Un joueur, un ancien champion du monde, toi, qui a gagné la Premier League, qui a joué pour Arsenal, City. Un joueur de ce niveau-là, là, qui se présente le samedi soir après avoir perdu contre Columbus au stade olympique, au stade Saputo. Bon an, mal an. Il n'a pas resté beaucoup d'années, là, mais l'expression, juste pour dire qu'il était là durant presque chaque fois. Et souvent, les joueurs maliens, il y en a qui veulent y aller. Bakary Sagna est allé. Ouais, j'y vais. Moi, je vais être là. Et je l'ai mentionné à Bakary Sagna durant le dernier scrum qu'il a fait. Je l'ai mentionné au personnel de communication de l'Impact. Là, je mentionne à vous, ici, quelques années plus tard.
Bakary Sagna, on doit le remercier pour son ouverture, non seulement avec le public montréalais, même si ça n'a pas duré longtemps, il faut aussi le remercier pour son ouverture avec les médias durant sa présence avec l'Impact de Montréal, des choses différentes avec lesquelles il était accoutumé. Il est arrivé avec l'Impact et a apprécié et a démontré un leadership qu'on n'a pas toujours vu avec l'équipe de Montréal. Et pour moi, Bakary Sagna est vraiment un exemple du type de joueur qu'on doit rechercher venir en MLS. Même si c'est pas dans la fleur de l'âge, et maintenant peut-être rechercher les joueurs un peu plus jeunes, je vous l'accorde, là, sans problème. L'attitude avec laquelle il s'est présenté à Montréal, l'attitude avec laquelle il est venu jouer pour l'Impact, il était prêt à faire les sacrifices, à les voyages et tout, et même si ça n'a pas duré aussi longtemps que j'aurais espéré, les quelques interactions que j'ai eues avec Bakary Sagna ont toujours été marquantes pour moi, et surtout pour cette raison. Pas toujours content, et incapable de parler dans un scrum et de mentionner qu'on n'est pas content de notre travail, pas content de nos coéquipiers, sans avoir l'air d'un gars frustré. Ça a l'air facile à dire. C'est pas aussi facile qu'on pense. Et souvent, la caméra va, sans faire absolument rien, va prendre seulement les mots qu'on pense pas et va mettre l'emphase sur différentes narratives qu'on a l'intention de dire en tant que joueur, et on dit qu'on est mal cité, mais capable de blâmer l'équipe ou capable de dire des choses comme ça sans avoir l'air d'un gars frustré, c'est vraiment pas facile. Et Bakary Sagna a le talent d'être capable de mentionner à quel point il se sent frustré de mal jouer à une partie ou des erreurs qu'il peut avoir commis et de bien le communiquer. Regardez pour voir Bakary Sagna dans une télévision près de chez vous, sûrement dans une poste de télévision français pour vous décrire quelques matchs dans le futur. Je pourrais avoir un Sagna en tant qu'expert facilement. Maintenant, numéro 9, j'avais 2 joueurs au numéro 10. Un top 11 pas sexy, ok? J'ai mis ça à 10, mais avec un ex aequo. Fait que là, on va passer au numéro 9. Numéro 9, un joueur qui m'a vraiment marqué, c'était au début de l'ère MLS de l'Impact de Montréal, 2012, un certain Monsieur Martin. Martins, excusez-moi, Monsieur Martins. Mieux connu sous le nom de Felipe. Felipe, un de mes joueurs favoris de tous les temps en MLS. Non, c'est pas le meilleur. Oui, quand il joue contre vous autres, il est facile à haïr, mais ce talent de tomber dans les mauvaises grâces de son adversaire, c'est un talent qui est vraiment nécessaire en Ligue majeure. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on doit embrasser, qu'on doit accepter et qu'on doit savoir qu'il faut en avoir un parmi nous. Sinon, lui, dans l'autre équipe, va être capable de tirer avantage de notre naïveté. Et c'est ce qu'était Felipe. Felipe est un joueur talentueux, oui. Meilleur, non, c'était pas le meilleur milieu de terrain et tout, mais un talent capable de marquer, mais capable aussi de jouer dans les tranchées, comme on pourrait dire, de jouer un petit peu cochon, de jouer un petit peu pas propre, mais qui peut être utile quand c'est le temps. Est-ce que c'est idéal? Est-ce que dans un monde utopique de soccer, je voudrais ce genre de joueur? Peut-être pas, mais si je venais à en avoir un, Felipe serait dans mon équipe, si on était en 2013, évidemment. Comme on dit, l'horloge de grand-père, elle se trompe pas souvent, et le temps est encore invaincu, a une fiche de 0 défaite et probablement mi-trentaine de victoires pour Felipe. Donc, on va voir ce que le futur réserve à ce jeune, pas trop jeune finalement, excusez-moi, à milieu de terrain, qui a fait une bonne carrière à MLS en parlant surtout avec l'Impact de Montréal, et évidemment ensuite avec New York, en passant par Vancouver et par Washington DC. On va voir ce que le futur réserve à Felipe Martins, qui a vraiment laissé une marque sur moi, et un des seuls souvenirs signés que j'ai dans mon studio, que vous pouvez malheureusement pas voir, mais c'est une casquette signée de Felipe en 2012 et qui, jusqu'à ce jour, est présentement en une exposition sur un de mes murs de mon studio. Maintenant, passons au numéro 8. Un gardien qui a marqué le temps passé en MLS et évidemment Evan Bush. On a vu les Troy Perkins, les Donovan Ricketts de ce monde, si on se rappelle en 2012-2013. Le gardien qui était là, par exemple, sur le banc dans ce temps-là, c'était Evan Bush. Et
resté patient, a obtenu sa chance et l'a gardé. Et a mené son équipe jusqu'en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. A malheureusement pas joué le deuxième match de cette finale. On se rappellera toujours Christian Nitsch, qui vient d'annoncer sa retraite très récemment, qui a été le gardien de la deuxième match contre Club América au Stade olympique. Un souvenir un peu moins mémorable qui existe de l'ère MLS, mais qui est aussi, pour moi, quelque chose de très intéressant. Et maintenant, lorsque je regarde la contribution d'Evan Bush, c'est non seulement pour être le gardien qui avait la plus longue longévité de l'Impact en MLS, ce qui est juste là est vraiment un accomplissement, mais je parlais un peu de Evan Bush, la personne qui se présentait devant les médias. Pas toujours le plus... Il n'est pas content d'être là, c'est correct. Il répondait aux questions, par exemple. Il était là. Et j'ai toujours apprécié ses explications sur le jeu. Il y a une certaine vision du jeu qui est différente de tous les autres points de vue qu'on peut avoir. Une de ces raisons, c'est qu'il y a littéralement un point de vue différent de nous sur le terrain, étant placé derrière le jeu et d'un angle de vue qui change vraiment la donne lorsqu'on est au niveau de terrain. Mais aussi, pour moi, un gardien comme Evan Bush nous apporte aussi un pragmatisme, un réalisme qui est nécessaire en ligue comme la MLS lorsqu'on n'a pas un joueur comme... On n'a pas 12 Piatti, là, il y en a un. Et on a juste quelques DP, et surtout si c'était le début de l'ère MLS, on avait 0 DP ou un attaquant comme Bernardo Corradi. Shout out Bernardo Corradi! Un nom que vous ne pensiez pas entendre aujourd'hui. Je suis pas mal sûr. Shout out numéro 33. On n'oubliera jamais, OK? Rest in. Pas mort, là, mais on pense à toi. Genou d'argent, ou je dirais plutôt genou d'argile! Bernardo Corradi. Maintenant, pour terminer avec Evan Bush, on lui souhaite le plus grand succès avec le Crew de Columbus, qui est signé en tant qu'agent libre avec l'équipe de sa région natale en Ohio. Et le joueur qui a joué pour quelques temps avec les Whitecaps de Vancouver continuera sa carrière avec le Crew de Columbus. Mais l'ancien gardien d'Impact de Montréal, Evan Bush, a toujours été présent. Et je me rappelle, dans un temps un peu différent, on avait accès un petit peu différemment, où la conférence de presse après match des joueurs, les commentaires se faisaient dans l'autre partie du vestiaire. Et on avait le casier d'Evan Bush, invité numéro 1, le casier c'était le premier à gauche. Et on a toujours un agglutinement rentrant quand on parlait à Evan Bush. Et j'appréciais beaucoup ses commentaires, sa vision et ses explications qui m'ont aidé en tant que reporter à comprendre mieux non seulement le fonctionnement du match, mais le fonctionnement de la mentalité, le fonctionnement du raisonnement du gardien de but dans le jeu. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné d'entendre parler Evan Bush, parler de ses erreurs et surtout de ses bons coups aussi, et parler des buts des autres. Il y avait une certaine mémoire assez, je dirais, surprenante. Tu es capable de décrire les petits moindres détails de plusieurs jeux. J'ai aucune idée à quel point. C'est pas comme s'il y avait un crayon et un papier puis en plein milieu du jeu pour prendre des notes, là, mais il se rappelait vraiment de tous les petits détails et c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné de Evan Bush. Maintenant, passons au numéro 7. Le numéro 7 est un numéro que vous en entendez pas pantoute. Je suis sûr que quand je vais vous dire que dans mon top 10 des joueurs qui ont laissé une empreinte sur moi, qui m'ont marqué, qui ont laissé un impact, vous vous attendez pas à entendre le nom de Daniel Lovitz. Mais oui, Daniel Lovitz, pour moi, était agréable à écouter parler. Pourquoi? Parce qu'il apportait un point de vue différent des choses que nous, on voit différemment. Un Américain qui vient d'un endroit totalement différent de Montréal, qui vient ici, qui est capable de s'adapter, qui peut parler des choses, qui a une certaine admiration côté européenne, mais non tant plus, et qui est vraiment américain dans sa présence. Il en faut plus que ça. Et pour moi, il y a un joueur que j'ai pas marqué ici, malheureusement, et c'est carrément un oubli. Et je veux m'excuser déjà à Justin Mapp, qui devrait être sur mon top 10. Je ne mentionnerai pas plus que malheureusement, mais on va essayer d'avoir Justin Mapp en français d'ici quelques mois à Foot Montréal, voir si c'est possible. On a déjà eu Justin Mapp à mon émission en anglais durant quelques reprises au cours des dernières années. Mais Justin Mapp qui a maintenant son école de soccer dans sa région du Mississippi natal.
devrait être là, et ça, c'est mon mea culpa. Ça aurait dû être un top 12. Puis j'aurais dit même du top 13, puis j'aurais dû ajouter Corradi, juste parce que c'est le fun de dire Corradi. Oh, Corradi, fais-moi une phrase avec Corradi. J'étais allé déjeuner l'autre fois, puis Cora a dit que il est temps que je passe à l'explication de Daniel Lovitz. Fait que pour moi, Daniel Lovitz représente un autre aspect du soccer nord-américain, et c'est la diversité du type de joueur. Daniel Lovitz a été, oui, un attaquant et un milieu de terrain au début de sa carrière et durant son développement. Et à la fin, il était un défenseur central. Il s'est joint avec l'Impact après son passage nébuleux avec Toronto. Et l'Impact avait signé Lovitz, en tout cas, je pense un échange avec Lovitz, si je me rappelle bien. Un échange pour aller chercher Lovitz. Il n'avait pas besoin de milieu central. Il n'y avait pas de place. Il ne jouait pas. Puis ils ont trouvé un endroit pour le faire jouer. Transformant latéral. Et depuis, jusqu'à la fin de son passage, Lovitz était rendu le choix numéro 1 de latéral gauche avec l'Impact de Montréal lorsqu'il a quitté. Et lorsqu'il est devenu maintenant avec Nashville, il y a des joueurs partants pour Nashville. Il a même eu quelques présences avec l'équipe nationale américaine durant la Gold Cup et autres tournois connexes. Donc, Daniel Lovitz, un joueur qui a démontré une discipline, une ouverture d'esprit à se transformer pour avoir une opportunité. Daniel Lovitz aurait pu finir en USL League One très facilement si ce n'était pas de son ouverture d'esprit à s'adapter à l'opportunité qu'il avait. Et il est devenu un des top 10 latéral gauche de la Ligue en ayant l'ouverture d'esprit de s'adapter avec l'Impact de Montréal. Et c'est une des raisons pourquoi Daniel Lovitz se retrouve dans mon top 10 des joueurs qui ont laissé une marque sur moi-même durant l'ère Impact de cette équipe de la MLS. Maintenant, parlons de mon numéro 6, Samuel Piette. Samuel Piette qui est venu d'Europe, le jeune qui est parti très jeune du continent nord-américain, du froid canadien pour s'exiler en Europe, qui a littéralement trimballé son sac de Fortuna Düsseldorf à Deportiva La Coruña pour finalement, quand c'était le temps, revenir à la maison, signer pour le club natal et jouer pour l'Impact de Montréal, devenu de numéro 6 à maintenant peut-être l'air apparent numéro 8 d'un Patrice Bernier, Samuel Piette qui se découvre des qualités offensives sous les ordres de Thierry Henry. Samuel Piette qui a démontré ses qualités défensives, non seulement pour l'Impact de Montréal, mais avec l'équipe nationale canadienne durant la période sombre de l'équipe canadienne. Il était à 17 ans et il est jusqu'à tout récemment un des plus jeunes joueurs à jamais avoir porté le blason rouge de l'équipe canadienne. Et pour cette raison, et aussi pour son ouverture d'esprit, pour sa présence avec les médias, pour représenter la face de l'Impact de Montréal depuis quelques saisons, et surtout la face francophone du club depuis quelques saisons, Samuel Piette, pour toutes ces raisons, et aussi pour son humilité, pour sa disponibilité, pour son authenticité. Samuel Piette, numéro 6 de mon top 10. On va prendre une petite pause, c'est le temps, si vous nous écoutez en balado-diffusion, de payer quelques comptes. Et au retour, on continue le top 10, 13, OK, avec le numéro 5 jusqu'à le numéro 1. Et on est de retour. Encore une fois, bienvenue à Foot Montréal. Moi, c'est Kev Laramé. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, @Kev Laramé. Et bienvenue à votre nouvelle émission Soccer. Votre nouvelle émission Foot Montréal. Oh! Excusez-la, je suis toute la semaine. Hein? Comedy Club on Zoom, non, ça vous tente pas.
Good, moi non plus. Numéro 5. Oui, vous allez penser que le numéro 5 est bien loin, mais attendez de voir les 4 autres noms en avant. Et oui, ce numéro est le numéro 5, mais vraiment le numéro 8, le 8 dans nos cœurs. Et ce, à jamais et pour toujours, Patrice Bernier, notre capitaine. Revenu à la maison en 2012, une des premières têtes d'affiche du club en ligue majeure de soccer. Patrice Bernier, devenu capitaine après le départ de Davy Arnaud. Patrice Bernier qui a gagné nos cœurs de plusieurs façons, avec ses buts, avec ses petits pénaltys, avec ce petit pas, je dirais, je m'en ai dit ce petit pas docile, mais c'est plus un petit pas douillet. Ou ce petit pas douillet avant de toucher au ballon qui faisait Patrice Bernier durant ses pénaltys. Et oui, Patrice Bernier qui a été une inspiration pour plusieurs et qui a démontré à plusieurs comment démontrer une détermination. Durant sa carrière, on parlait de Samuel Piette qui s'est exilé jeune. Patrice Bernier, c'est la génération d'avant. C'est la génération des D-Row. C'est la génération perdue du Canada qui s'est retrouvée, malheureusement, à devoir trimballer son sac en Europe, dans le Scandinave. Non, pas le spa, là. Non. Vraiment, la vraie Scandinavie, toi. À plusieurs endroits, au Danemark, évidemment aussi en Norvège, avec le FC Nordjylland. On a vu Patrice Bernier manger ses croûtes, comme on pourrait dire, apprendre à devenir un professionnel au soccer. Là. Les séances d'entraînement, c'est là que ça se passe. Si vous voulez vraiment le savoir, en étant que pro au soccer, c'est là qu'on gagne ou qu'on perd nos postes. Et c'est là qu'il faut être vraiment sharp, comme on pourrait dire en bas français. Surtout lorsqu'on se retrouve en Europe ou qu'on a un passeport canadien et qu'on est le premier à reprendre l'avion, ils ne seront pas contents. Là. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et souvent, c'est le passeport canadien dans ce temps-là. C'est pas comme Alphonso Davies. Alphonso Davies n'existait pas dans ce temps-là. On n'était pas un des top 10 joueurs côté évaluation monétaire sur la planète dans ce temps-là. Ça n'existait pas. Il n'était pas canadien. Là. T'avais les Owen Hargreaves qui choisissaient de... Non, je suis pas canadien. Regardez pas où je suis né. Là. Je suis pas canadien. Je vous le dis, je suis anglais. Là. Non, je suis anglais. Parce que t'as pas d'accent. Donne-moi une couple d'années, moi, d'en avoir un. Mais dis-moi. Ça, c'est l'histoire de Owen Hargreaves, en passant. C'est vous demander... C'est passé. C'est un joueur qui était issu du Canada, un Canadien qui s'est exilé pour la première ligue. Non, je passe. Non, ma grand-mère est anglaise. Je peux être anglais. OK, mais ça c'est l'histoire de mon langage. Mais on n'avait pas de Davies dans ce temps-là. Et en tant que Canadien, lorsque tu arrivais à ta première pratique, tu n'étais pas nécessairement accueilli à les bras ouverts. C'est plutôt le brick puis le fanal qui s'attendait, là. Il a passé à travers tout ça. Et je ferais juste imaginer le nombre d'histoires que Patrice Bernier peut raconter sur non seulement ses débuts, mais tous ses voyages et ses tribulations en Europe. Aux Europes, comme on dirait. Pour ces raisons et pour d'autres, Patrice Bernier, top 5. Numéro 5. Dans les joueurs qui m'ont marqué dans l'ère MLS de l'Impact. En passant, vous pouvez écrire dans les commentaires en dessous de cette vidéo les joueurs qui vous ont marqué. Êtes-vous d'accord avec moi? Non. Pas de trouble. Écrivez-moi pourquoi. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous laisse indifférent? Qu'est-ce qui vous a choqué dans mon top 10 aussi? Sans crainte. Numéro 4. Un joueur... C'est-tu 4, ça? Oui, 4. Un joueur qui est parti beaucoup trop tôt et qui n'est pas resté ici et qui a compris que si je veux continuer ma carrière internationale, je dois retourner en Europe. Blerim Dzemali, toi, il y avait aussi des problèmes maritaux. Non, je ne sais pas si c'est des problèmes maritaux, mais en tout cas, il y avait plusieurs raisons à ce moment-ci. Lui avec son ex-femme, je dirais plutôt dire. Donc, ils sont divorcés depuis. Donc, je pense que c'est assez clair qu'on peut voir. Si on regarde Si on regarde l'échéancier de ces événements aussi, de son retour en Europe, de rester ici et ensuite on retourne en Europe, et si on regarde les causes du divorce et tout, il y a plusieurs raisons pourquoi Blerim Dzemali est retourné en Suisse et jouer en Italie avec Bologne, et maintenant il se retrouve présentement en Suisse. Et il y a un article assez intéressant qui est paru depuis les quelques dernières journées sur un journal belge, donc qui parlait, un journal suisse, qui parlait de son arrivée. Et il a mentionné Mauro Biello à quelques reprises. J'ai trouvé ça intéressant que Blerim Dzemali a mentionné Mauro Biello et qui a fait des
une corrélation entre son arrivée en MLS, comment il a traité la MLS lors de son arrivée et comment il doit traiter la Ligue suisse lors de son arrivée. Lui qui est, évidemment, suisse et qui est un polyglotte, mais ce que j'ai toujours apprécié de Bellerin Djimali, c'est non seulement son talent et surtout la technique qu'il avait et qu'il était capable de montrer, son adaptation tactique, mais c'est son honnêteté. Même s'il ne voulait pas dire qu'il n'était pas content, pas capable de ne pas être transparent, Bellerin Djimali, un des joueurs les plus talentueux que j'ai jamais vu jouer de mes yeux vus, et c'est dommage qu'il n'ait pas resté ici plus longtemps. Il aurait pu faire des miracles pour ce club s'il avait accepté de se donner à 100%, à quel point il parlait au début avec sa relation avec Mauro Biello. Mauro Biello, il dit « Tu dois accepter cette ligue, tu dois te donner à 100%. » On l'a vu dès son arrivée avoir quelques succès, et malheureusement, pour plusieurs raisons, donc celles que j'ai parlé un petit peu plus tôt, c'est pas des choses qui ont duré tout au long de la saison, et ensuite, évidemment, il est retourné en Europe, et c'est quelque chose qui a été un peu dommage, et les deux côtés se sont sentis un petit peu dommagé de cette relation, mais Bellerin Djimali a été un des joueurs qui ont vraiment laissé un impact pour moi sur le terrain et à quel point ils ont démontré une technique. Des fois, c'est des petits moments simples. Des fois, c'est la première touche de balle. On va courir et t'es à 40 verges du terrain. Le ballon va à lui, il touche. Mais une touche de balle, puis le ballon est placé parfaitement, qui lui donne 4 options de mouvement. Il peut faire 3 options de passe. Exactement. C'est des petites passes comme ça qui m'ont vraiment montré à quel point il y a des niveaux. Hein? Il y a des niveaux, là. Puis Bellerin, il était dans des plus hauts niveaux. Nacho était dans les plus hauts niveaux, mais Bellerin, faut pas oublier Bellerin. C'est dommage qu'il s'est bléré trop tôt. Marco Di Vaio, numéro 3. Di Vaio, premier amour des fans montréalais en tant qu'attaquant en MLS qui marquait des buts. Peut-être hors jeu 7 fois sur 10, mais les 3 autres fois, il la mettait dedans. Une opportunité, le ballon était dedans. C'était pas compliqué. Marco Di Vaio, un finisseur pur. Un joueur qui était beau à regarder jouer. Juste voir Marco Di Vaio bouger sur un terrain de soccer, le voir faire des mouvements, le voir courir sur un tapis de gazon, c'était beau. C'était poétique. On voyait Di Vaio partir, avoir le ballon, faire le service, retrouver devant le gardien, ouvrir ses hanches, prendre le temps avec grâce. Tout ça avec un énorme montant de grâce. Et il se retrouvait capable d'enrouler son pied droit à l'extérieur du ballon. Et on voit là le ballon courbé exactement ce qu'il fallait pour déjouer le gardien. Non seulement c'était poétique, je trouvais que c'était romantique voir jouer Marco Di Vaio. C'était beau à voir. J'étais pas indifférent de voir jouer Marco Di Vaio. Et pour ça, ouais, Marco Di Vaio, top 3 de ce top 10 des joueurs qui m'ont marqué pour le terrain. À ce temps-là, j'avais pas accès à l'entrevue et tout, mais sur le terrain, il en a fait assez pour... Et c'est sûr que c'est facile de s'en rappeler. Maintenant, on se rappelle des beaux moments, mais on se rappelle pas de la défaite de 3-0 contre Houston, où il a pris un carton rouge parce qu'il a frappé un joueur de Houston, il a kické un joueur de Houston ses fesses. Ben, ouais, on se rappellera aussi de ça, là. Mais avec le recul, on se rappelle aussi des bons moments, surtout. Et, je dirais, des quelques moments magique, romantique et poétique que Di Vaio nous a laissé sur le terrain. Maintenant, on est rendu au top 2. Ça achève. Vous savez de qui je vais dire. Là. Il y a 2 grands noms qui ont porté le blason de l'Impact que je n'ai pas mentionné. Là. Didier Drogba. Eh oui, Didier Drogba. C'est mon numéro 2. Didier Drogba qui a démontré une passion. Et oui, cette passion n'est pas restée. Les fans de la Côte d'Ivoire ne sont pas restés fans de l'Impact et c'est correct. Et il y a eu plusieurs erreurs des deux côtés. La relation ne s'est pas terminée de la façon dont plusieurs auraient espéré. Mais la première année, c'était magique. Les moments, les tours du chapeau, les coups francs, cette ère, quand je dis ère, c'est A-I-R, il y avait une certaine, même une atmosphère au stade de Saputo, lorsque Drogba jouait, qu'il n'y avait rien d'impossible. L'Impact perdait 2-0. Hein? T'es seulement un doublé d'avoir l'égalité, là. T'es pas si loin que ça. Et le nombre de fois que je regardais soit Tristan ou soit d'autres collègues sur la galerie de presse et qu'on disait hein? Vas-tu marquer? Ben, on se retournait, bang! C'est arrivé plusieurs fois. Didier Drogba a laissé, il devra être, et est une légende. Ça, c'est sûr, pour Chelsea. Pour moi, il est une légende pour bien des raisons bien avant. Là. Et vous le savez, si vous êtes
un auditeur assidu de mon émission anglophone Soccer Today. Et moi, c'est ça ici, là. Vous voyez bien ma tasse Chelsea. Donc, Drogba était pour moi une légende bien avant de signer avec l'Impact et d'avoir eu l'opportunité de le côtoyer à quelques reprises. Didier Drogba, un des grands hommes, oui, un des rassembleurs qui existent pour plusieurs raisons. Un influenceur aussi pour des bonnes raisons, pour des fois des mauvais. Des fois, il y a une influence sur certains joueurs qui peuvent se retrouver bénéfiques et des fois non. Il y a eu malheureusement quelques mots à dire dans la déroute de la carrière d'un certain Balou, mais en espérant que cette déroute est revenue à la normale. Pour moi, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire, mais Didier Drogba sur le terrain et en tant que personne, ce qu'il a laissé à plusieurs endroits à Montréal, il y a des pochettes d'amour de Didier Drogba qu'il a créé avec la façon qu'il a traité les serveurs. J'entends encore aujourd'hui, j'ai travaillé pendant longtemps, pendant 24 ans, j'étais dans l'industrie hôtelière et de la restauration à Montréal jusqu'à tout récemment, juste avant la pandémie, je me suis lancé à mon compte. Donc, j'entendais les histoires de Drogba venu manger 50% de pourboire, des histoires comme ça qui changent la vie de quelqu'un des fois. Là. Ça coûte 2000$, tu vas manger avec tes amis, là. Tu payes et tu laisses 1000$ de pourboire. Là. Ben Sophie, là, ou Mathieu, les deux serveurs, là, des noms fictifs en passant, là. Ben, leur mois est fait, là. Et avoir un coussin d'un mois quand tu vis non seulement paye par paye, mais corps de travail par corps de travail des fois. Ça veut dire beaucoup. Et des histoires comme ça, là, il y en a de même, là, avec des Drogba. Là. Il y en a avec des Divayo, il y en a avec d'autres aussi. Si vous regardez dans les cafés italiens, là, il y a des histoires et des mythes même. On va voir Divayo planqué sur les murs des cafés italiens sur Saint-Laurent pendant longtemps, là. Il y avait ses habitudes, et Divayo, il y avait ses habitudes, ses amis, mais même chose avec Drogba aussi. Et pour moi, ces histoires-là représentent beaucoup. Ça représente aussi, ça devient un folklore. Et pour moi, ça fait partie du folklore du soccer de Montréal maintenant. Tu te rappelles les années que Drogba venait jouer à Montréal, il allait au café là, eh oui, ça c'est les histoires qu'on va mentionner à nos petits-enfants, si un jour on en a. Mais Divayo, numéro 2. Drogba, numéro 2. Et Nacho Piatti, évidemment, numéro 1. Non, il n'y a pas d'histoire. Peut-être avec les Argentins, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas entendu autant d'histoires de folkloriques avec Nacho, mais Nacho sur le terrain et Nacho Piatti, qui a été la face de l'Impact, oui, durant les moments très glorieux, si on se transpose à la finale de la Ligue des Champions, où Nacho Piatti faisait partie de l'effectif, juste avant l'arrivée de Drogba, évidemment. Si on se rapporte maintenant aussi en 2016, avec l'épopée en série de l'Impact de Montréal, qui s'est malheureusement incliné en finale de l'Est contre Toronto, une des meilleures séries aller-retour, 2 des meilleurs matchs de soccer que j'ai jamais vus après l'autre. C'était incroyable, et je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai assisté aux 2 matchs, et yikes! J'ai pas d'autre mot pour dire que wow! Le nom, ok. Petit détail, en tant que journaliste indépendant, lorsque je dois planifier mes transports, lorsque c'était possible que soit l'Impact ou soit Toronto en finale de la MLS en 2016, soit à Seattle, soit à Montréal. Si Montréal gagnait, ça s'en allait à Seattle à la finale, puis c'est Montréal-Seattle, là. Mais durant le match, là, on était une dizaine à se regarder, là, à booker des chambres d'hôtel et des avions là, jusqu'à Seattle. T'sais. Tu bookes ta chambre d'hôtel, parce que tu peux la canceller puis tu pas obligé de payer. L'avion, tu attends que le coup final siffle, puis tu bookes ton avion pour Seattle. Fait qu'on a tous booké des chambres pour Seattle, puis booké pour Toronto aussi, puis finalement, vous savez la fin. Là. Toronto est revenu à marquer, puis ça a mal fini. Là. Mais ça a mal fini si vous êtes un fan de Montréal. Donc, ça a toujours resté marqué. Et Nacho Piatti est un des artisans de cette épopée en série, tout comme quelques autres noms que j'ai mentionnés plus tôt. Et peut-être le moment le plus glorieux de l'Impact dans l'ère MLS. Oui, on se rappelle la finale de la Ligue des Champions. Et on va toujours s'en rappeler de cette finale de la Ligue des Champions contre América, ou le moment où l'Impact a éliminé Pachuca avec le but de Cameron Porter, ou le match aller-retour contre la Liga Deportiva Alajuelense, mieux connu sous le nom de la Liga, qui joue toujours au stade Alejandro Moreno Soto, et qui est un des stades les plus épeurants. J'ai malheureusement pas eu la chance d'y aller, mais selon les commentaires de quelques collègues, c'était un des endroits les plus épeurants qui ont jamais travaillé, et
Certains étaient avec moi en 2015 au Estadio Azteca avec presque 75 000 personnes. Donc, ouais, c'était juste 20 000, là, les gars, là. Mais ça a l'air que c'était 20 000 qui n'était pas plaisant. Et ça, c'est un moment aussi qu'on doit se rappeler. Mais en série, en 2016, à seulement quelques minutes d'une présence en finale de la Coupe MLS. OK, était longue les minutes, je vous l'accorde, mais exactement. Donc, pour moi, c'est le plus grand succès de l'Impact, de l'ère MLS jusqu'à présent. Et nous allons voir ce qui attend cette équipe dans le futur. J'espère que vous avez apprécié cette première édition de Foot Montréal. Vous pouvez trouver la balado-diffusion disponible partout où vous trouvez votre balado-diffusion dans les quelques prochains jours. Merci de nous avoir écoutés en direct sur YouTube si vous êtes nouveau. C'est là qu'on va faire en direct cette émission. Je veux le faire en 1080. Je veux l'avoir aussi en meilleure qualité audio. Et c'est possible sur YouTube et malheureusement, c'est pas possible sur Twitter. Donc, c'est la raison pourquoi nous diffusons cette émission en direct sur YouTube et nous allons poster cette en balado-diffusion aussi disponible partout dans les prochaines journées. Mais jusqu'à la prochaine fois, bon soccer!